Bonjour, il est 9 heures et nous sommes le 19 février 2022. Ravi de vous retrouver. Emina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Tu as vu, j'étais pressée de t'annoncer. Oui, là, c'est incroyable. T'as vu? Le wesh. Le wesh, oui, c'est vrai que tu as tous nos téléspectateurs. Voilà, il suffit que je vienne pas juste hier que bah oui. Ça m'a manqué. Ouais, je sais. C'est normal. Et ça se voit? Oui. Et ça se voit. Alors, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de passion aujourd'hui. Ah. On va parler de deux grandes passions qui sont la photographie. C'est génial. La photographie, donc déjà, alors la photographie, on le sait, c'est d'abord un art, mais c'est aussi le moyen d'immortaliser un instant. Exactement. N'est-ce pas? Et justement, une photographe sera parmi nous ce matin, elle partagera sa passion avec nous. Qu'est-ce que t'en dis, toi, des sports extrêmes? J'adore. Tu adores. Et ben aujourd'hui, on va justement parler des sports extrêmes et particulièrement de l'escalade. Tu en as déjà fait? Non. Moi, ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est soit en parachute et soit l'élastique. Ah bah, ça, j'ai envie de le faire. On est toujours dans les sports extrêmes. Oui, nous en parlerons peut-être un jour. Peut-être. Non, on a déjà parlé d'ailleurs à travers les reportages. Pourquoi nous pas déjà faire eu des un petit essai? Un petit essai, pourquoi pas. Alors pour moi, l'escalade, j'ai déjà essayé, mais c'était sur un mur. C'était pas, c'était sur un mur artificiel, mais c'est vrai que la sensation, pas la même chose. C'est vrai que la sensation est bien forte et justement, nous allons en parler ce matin. Et Samira Hadjama nous emmènera pas très loin de là où nous sommes maintenant. Elle nous emmènera du côté de Bellecour pour découvrir l'un des plus beaux, des plus grands jardins d'essai et d'acclimatation botanique, justement un jardin construit en 1842. Magnifique. Et nous reviendrons sur son histoire en compagnie de Samira Hadjama. T'as deviné? Évidemment. Et qui dit jardin? J'ai dit jardin d'essai. Il dit jardin d'essai. Magnifique jardin. Et justement, à partir de 2017, il y a eu des statistiques et apparemment, il a eu plus d'1,7 million visiteurs. Le jardin parce que comme il a été fermé pendant des années, il a été réhabilité. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, Mina, c'est qu'au niveau du jardin d'essai, il y a beaucoup d'activités d'initiation pour les enfants en matière justement de botanique, de prise en charge même des animaux. Ça, c'est magnifique. Voilà, ça c'est magnifique à travers une école qui est implantée sur place. Nous terminerons l'émission en musique et ce sera en compagnie de Lilia Abkhaled qui nous emmènera quelque part en Amérique latine, en Amérique du Nord, peut-être en Espagne, quelque part en tout cas pour écouter la bonne musique latino que tu adores, Nina. Exactement. Voilà. Mais avant tout cela, comme chaque week-end, comme chaque jour déjà, nous avons retrouvé avec la météo. Le week-end, c'est en ta compagnie. Tu nous annonceras les nouvelles du ciel aujourd'hui? Avec plaisir. Et apparemment, tu vas nous annoncer une bonne nouvelle. Ah ouais? Je suis pas au courant, vas-y. De la pluie? Je sais pas. Tu sais pas? Allez, on va voir. Qu'est-ce que je souhaiterais? Voilà, qu'est-ce que je souhaiterais que tu nous annonces de la pluie? On verra. On verra tout de suite. On va le découvrir. Allez, on va le découvrir. Allez, juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Man. Et Mina, on va voir si elle va nous annoncer de la pluie ou pas. Mina, c'est à toi. Merci beaucoup, Nora. Toujours avec le sourire. Bien sûr, quand je suis avec toi, c'est normal. Oui. Quand il y a toi, il y a le sourire, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a même de l'humidité. Bon, la pluie, pas beaucoup, mais bon, on fait ce qu'on peut. L'humidité, en tout cas, est toujours au rendez-vous. C'est normal. C'est normal. C'est normal. De toute façon, on s'estime heureux, parce qu'on est quand même une ville côtière. Exactement. De rien, voilà. Donc, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, mais on a le plus important. Non, mais bon, ça va. On a le plus important quand même. Nous sommes une ville côtière, on est bien servi par la mer. On est bien servi par la mer. Ouais. Oui. Par le soleil aussi. Oui, mais bon, j'ai envie de dire, il nous faut de la pluie aussi. Il nous faut de la pluie. Voilà. Je peux? Avec plaisir. Tu me laisses travailler? Et comment? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil de la brume, des nuages bas assez denses ce matin sur l'ensemble des régions côtières. Un petit peu de soleil tout au long de cette journée. Retour des nuages à partir de la soirée. Des nuages avec possibilité, on l'espère bien, de quelques pluies sur les régions côtières. Sur la partie sud, on notera des passages nuageux, notamment sur le nord saharien. Les oasis, le Sahara central, un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes avec de fréquents soulèvements de sable, notamment le long des frontières algéro-maliennes et le sud des oasis. Les températures de cet après-midi, on notera une petite hausse du mercure, notamment à l'est du pays, avec 24 degrés du côté de Annaba ainsi qu'à Guelma. On notera 23 degrés à Sétif, Constantine, 19 degrés à Alger et Tizi Ouzou, 21 degrés
à Oran, Tlemcen, 21 également, Ghardaïa, Béchar, 22 Hassim Saoud, 29 degrés à Ilizi, on notera 27 In Salah et enfin 35 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 15 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 30 km/h sur le centre et enfin entre 10 jusqu'à 40 km/h vers la partie est. Place tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Des nuages, quelques pluies, également à Kinshasa, des nuages, notamment à Abidjan, Addis Abeba, Nairobi. Côté Mercure, on notera 27 degrés à Addis Abeba et Nairobi, 32 à Kinshasa, 37 à Bangui et enfin 37 également du côté d'Abidjan. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et pendant que nous attendions que Mina Abed nous annonce la pluie, elle nous annonce une hausse du mercure. Oui, des températures hors saison quand même. Hors saison, oui, oui. Hors saison, Annaba également, 24 degrés. Il ne faut pas oublier que c'est toujours des températures à l'ombre. À l'ombre, voilà. Donc peut-être un peu plus durant la journée. Un peu plus, oui, 24, voilà, il faut compter 26, 27 degrés. On rajoute toujours 2-3 degrés. 2-3 degrés, voilà. Même parfois jusqu'à 4 degrés. C'est vrai qu'en venant ce matin, le temps était le ciel était plutôt nuageux, donc j'avais un petit espoir. Un petit espoir, peut-être, on espère, peut-être ce soir quelques petites gouttes, voilà, mais la pluie, voilà. Que nous attendions, Mazel. On peut attendre encore un peu. On espère pas trop longtemps. On n'espère pas trop longtemps, effectivement, d'autant plus que l'été c'est pour très bientôt, donc on a besoin quand même que les barrages se remplissent, que pour l'agriculture, on a besoin de la pluie, on espère. On prie tous les jours pour avoir de la pluie. Inch'Allah, Inch'Allah. Mina, merci beaucoup. Merci, Nour. On se retrouve tout à l'heure, Mina, après journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. Tout à fait. Exceptionnellement, demain pour Bonjour d'Algérie. Demain, exactement. Donc demain, dimanche, vous retrouverez Mina Abed à partir de 8h. 8h, oui. Ce sera 8h demain dimanche. Je suis habituée à 9h, donc oui, voilà. 8h. Attention, hein, il faut se réveiller tôt. Hein. Ça va être dur. Ça va être dur. Parce que tu sais, après les réflexes, on se dit oui, il est 9h, on a l'habitude, mais le dimanche c'est 8h. Oui, dimanche, voilà, dimanche 8h. Dimanche 8h, oui, voilà. Eh ben voilà. Donc probablement d'ici midi ou 19h, tu nous annonceras de la pluie, Inch'Allah, on espère bien. On l'espère bien, là on va voir. Voilà, mais sinon peut-être demain, à partir de 8h. Demain. Merci beaucoup Mina. Merci, Nour. Allez, à tout à l'heure. Et on continue, ça va être pause musicale et on se retrouve juste après.
de retour sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons parler de la passion pour la photographie. Une passionnée. Et parmi nous, ce matin, il s'agit de Linda Belbachir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Allah yassilmek, ça nous fait plaisir également de vous recevoir. Alors, la photographie, c'est d'abord, avant tout et tout de la passion. Exactement, c'est une passion qui a commencé en 2015 et qui ne cesse de grandir. Donc actuellement, je suis photographe et disons que c'est une passion, c'est un amour, c'est quelque chose qui ne cesse de grandir. Et j'ai même créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Sorati. C'est un groupe dédié à la photographie. Actuellement, nous sommes 28 000 personnes. Une communauté importante quand même. Exactement. Ce qu'on fait, c'est de la photographie, mais aussi on essaye de promouvoir le tourisme à travers notre groupe. Alors, on va revenir justement au groupe avec un peu plus de détails, mais à présent, parlons de vous. Donc, la passion s'est déclenchée, on va dire, en 2015, donc c'est pratiquement tout récent. Exactement. Alors, il y a eu un déclic quelque part qui a fait que, ben voilà, Oui, on découvre en nous la graine de photographe. En fait, c'est après avoir eu mon bac, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans la photographie, parce qu'il y avait un ami à moi qui faisait de la photographie, donc je le salue, c'est Hamza Yousfi, c'est lui qui m'a aidé à me lancer dans la photographie à travers ses magnifiques photos. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas me lancer, pourquoi ne pas découvrir ce monde. Et ça a commencé à... Ah, c'est un monde, effectivement. Exactement. Pourquoi ne pas découvrir ce monde? On rentre, on n'y sort plus finalement. Exactement. On rentre, on n'y sort plus, c'est ce qui vous est arrivé d'ailleurs. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que la photographie, ce n'est pas, vous ne faites pas, j'ai envie de dire, de la photographie professionnelle, mais plutôt artistique. Exactement. Qu'est-ce que vous entendez dire donc, par la photographie artistique? En fait, c'est un peu de la photographie créative, c'est-à-dire avec une touche personnelle, donc je m'inspire de tout, je m'inspire des ampoules, je m'inspire des assiettes, je m'inspire de tout, et donc j'essaye de créer quelque chose de créatif qui sort un peu de l'ordinaire. On va voir quelques photos dans un petit moment, vous allez peut-être nous les commenter, nous expliquer exactement parce que c'est vrai que lorsqu'on en parle comme ça, c'est un peu de l'abstrait, mais voilà, là nous avons déjà une première. Donc ça, c'était au moment du coucher de soleil, j'avais une ampoule, j'avais une bouteille d'eau. Donc je ne sais pas si vous voyez le reflet. Donc le reflet a été fait avec une bouteille d'eau. D'accord? Donc on a le reflet, puis je commençais à verser. À verser de l'eau? Oui. D'ailleurs, il faut beaucoup de patience pour ça. Oui. Ça vous a pris combien de prises pour avoir justement, finalement... ça m'a pris 20 prises. 20 prises. Et ces photos ont été même publiées sur la page officielle du téléphone que j'ai, c'est Huawei. Donc, exactement. D'accord. Donc, c'est vrai que... Alors là, c'est notre composition. Oui, c'est une composition, justement. C'est une composition. Exactement. Voilà. Alors, vous pourriez peut-être nous expliquer. Exactement. Donc là, on a deux photos. Deux photos. Donc, j'ai photographié d'abord la mer, puis j'ai photographié le livre. Donc j'ai fait, on va dire incrusté la photo. Et plein de personnes se sont senties visées en me disant j'ai l'impression que c'est moi, j'ai l'impression que je me noie dans cette mer. Et chaque personne se sent visée par rapport à son vécu, par rapport à son histoire. Il s'identifie finalement à travers ces photos. Exactement. Voilà. Alors j'ai envie de dire d'où viennent tous ces déclics-là? En fait, parce qu'il y a de la recherche. Il y a de la recherche, il y a aussi de l'inspiration. Beaucoup d'inspiration. Il y a des moments où j'écoute de la musique, il y a des moments où je lis un livre. Et c'est là que ça vient. C'est là que ça vient. Et j'applique sur le moment. Sinon, ça part. Exactement. Ouais, c'est comme tout artiste. Exactement. Tout artiste. Parce que vraiment, le besoin est là. Il faut de suite répondre aux besoins. Exactement. Voilà. Alors, donc, encore une fois, par rapport à toutes ces compositions, j'ai envie de dire... quel est un petit peu votre rapport avec la lumière? Parce que les photographes, la première chose avec laquelle, j'ai envie de dire, ils vont s'identifier, ils vont avoir leur touche personnelle, c'est vraiment en jouant avec la lumière. Bien sûr. En fait, pour moi, la lumière est indispensable. La lumière est très importante pour chaque photographe. D'accord? Pour moi, la lumière, c'est mon guide. C'est la lumière qui me guide. Oui. C'est ça, c'est la lumière qui me guide, c'est la lumière qui, parfois, qui m'inspire aussi. Quand, je ne sais pas si je peux parler du coucher de soleil, il y a des moments aussi, quand on voit le reflet, c'est là que le déclic Parlez vient. Autant que vous voulez du coucher de soleil. De toute façon, le coucher de soleil, c'est vraiment la magie de la nature. Exactement, hein. Exactement. Le coucher et le lever. Il y a des moments où je me lève à 6 h du matin, je sors, je prends mon appareil, je sors, je prends... Exactement. Voilà.
finalement. Donc là, c'est une autre composition, Oui. c'est une photo tout court. C'était au moment du coucher de soleil et c'était pendant le confinement. Donc j'essayais d'être D'accord. créative pendant le confinement. D'accord. C'était à la maison, on ne pouvait pas sortir. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire quelques photos créatives. Mais ça vous demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de patience, parce que le coucher de Exactement. soleil aussi, ça se fait en un clin d'œil. Exactement. Vraiment, au moment où on a juste envie de régler son appareil photo, que ça y est, Exactement, que très vite on est passé à la nuit. Oui, exactement. Par exemple, il y a des photos à la plage, donc j'essaye d'attendre le coucher de soleil, j'essaye d'être inspirée avant pour Avant. pouvoir faire... Et ça? Voilà, donc ça c'était, je ne sais pas si vous connaissez la lens ball, donc c'est un ballon qui a le reflet du paysage. Et après, par exemple, les oiseaux, je les ai un peu retouchés, donc voilà ce que ça a donné. Il faut beaucoup de patience. Voilà, beaucoup de passion, beaucoup de patience, Exactement. mais surtout beaucoup de technicité, j'ai envie de Oui. dire, parce que là, vous faites appel aussi aux outils informatiques, Et bien finalement. sûr, bien sûr, on a des applications, on a des logiciels, bien sûr, il faut d'abord faire des recherches, on ne peut pas commencer juste comme ça, il faut faire des recherches, il faut aimer aussi, parce que ça Surtout. nécessite beaucoup de temps pour comprendre comment modifier une photo, comment la traiter, mais une fois qu'on aime, c'est bon, ça devient très facile. Et Oui, et voilà. justement, Linda, nous étions en train d'en parler il y a quelques instants. Je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce que vous avez suivi une formation? Mais finalement, non. Non, ça a commencé comme ça. Bien sûr, faut lire des PDF. Moi, c'est ce que je dis. Il faut lire, il faut chercher. Vous avez YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui, Exactement, avec tout est les moyens de disponible. communication, Voilà, exactement. Faut lire, faut chercher, faut demander. Il y a des photographes qui sont là, qui encouragent. Il y a aussi maintenant sur Instagram, sur Facebook, il y a des tutos vidéos. Donc actuellement, tout est facile. des tutos vidéo, mais avec rien. Hein. Exactement, Vraiment avec les moyens du bord, avec avec les moyens du ustensiles bord. de cuisine. D'ailleurs, avec... ce que je dis parfois, c'est vrai qu'un appareil photo est indispensable, mais parfois vous pouvez le faire avec votre téléphone. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Et voilà, actuellement, voilà. Il suffit juste d'avoir un téléphone et d'avoir la technique, puis voilà, on se puis lance. les personnages aussi sont présents. Bien sûr, Au niveau, bien sûr. dans Donc, vos photos. oui, exactement. Ça, c'était dans un village kabyle, Zuntar à Sidaïch. Donc, c'est une jeune fille, je l'ai prise en photo, bien sûr, avec son accord. Et c'est une photo qui a quand même fait un certain buzz sur Facebook, qui a été partagée un peu partout, parce que voilà, on joue sur le regard, on joue... l'expression du visage. Exactement, sur la présence. Ouais. Et sur le décor aussi. Sur le décor aussi, effectivement. Voilà. Un décor ancestral, quand même. Exactement. Et donc, vous êtes mis d'accord pour la pause, j'ai envie de dire, ou c'était spontané? Bon, pour la pause, c'était spontané. D'accord. Pour la pause, c'était spontané. Donc, comme j'ai dit, on fait des sorties un peu partout. On essaye de promouvoir le tourisme à travers mon groupe. Donc, ceux qui veulent chercher, c'est Sorati DZ sur Facebook. Donc, chaque vendredi, on a une destination. On sort, on est un groupe quand même. Parfois, on est jusqu'à 25 personnes. Et chacun avec son téléphone. Exactement. Chacun avec son téléphone, chacun avec son appareil. Donc, on apprend aussi, on apprend de l'autre. Il y a des moments où chacun demande l'avis de l'autre. Il y a des moments où on communique ensemble. Donc, ça a fait un esprit de groupe. Oui. Exactement. Voilà, donc ça vous fait une randonnée, voilà. Ça vous fait une découverte. Et une vous passion faites, collective voilà, aussi. passion collective, effectivement. Justement, alors parlons justement de votre groupe. Donc, c'est une communauté, vous avez dit 28 000 personnes? Voilà, 28 000. De 28 000 personnes, tous des photographes, tous passionnés? Tous passionnés à la photographie. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de la photo, mais grâce au groupe, on les voit actuellement s'intéresser à la photographie. Ils sont orientés, donc il y a des questions qui se posent, il y a des orientations. J'ai vu même beaucoup de personnes s'intéresser actuellement à la photographie. Ils ont même progressé, donc ça nous fait plaisir. À chaque fois qu'on voit des personnes s'intéresser à la photographie, on se dit qu'on a réussi quand même à faire quelque chose. Voilà. Mais il faut dire, Linda, aussi qu'avec les moyens, j'ai envie de dire avec la technologie, pratiquement on se pose des questions sur l'avenir, sur les métiers, est-ce qu'ils vont exister, est-ce qu'ils vont disparaître, est-ce qu'il va y avoir d'autres métiers qui vont remplacer des métiers, mais il n'y a que la photographie finalement qui est en train de continuer à se développer, à évoluer avec les technologies. Moi je dis que la photographie n'a pas de limite, c'est-à-dire même à travers le temps, on voit qu'il y a même plusieurs photographes avec leurs touches personnelles qui nous apprennent beaucoup de choses qu'on ignorait auparavant. Il y a de nouvelles techniques, il y a des tutos qui nous apprennent aussi beaucoup de choses.
Donc je me dis que la photographie n'a pas de limite et il faut Voilà. continuer. Et continue. Alors justement, là, nous sommes en train de voir un peu vos photos qui défilent. Alors, ma question serait, lorsque vous prenez des photos, généralement, il y a des photos qu'on ne retouche pas du tout parce Oui. qu'elles parlent d'elles-mêmes, Oui. mais il y a d'autres photos, on aime bien jouer Exactement. avec certains effets. Est-ce que Exactement. ça vous arrive finalement Bien sûr. pour cette photo, par exemple, Oui, nous sommes en bien train de sûr. voir. En fait, cette photo a mis, je pense, a mis beaucoup plus d'accent sur le décor. Cette sur, photo, on a plus l'impression que c'est un tableau de peinture qu'une exact, photographie. voilà, exactement. C'est fait exprès. Oui, Voilà. c'était le but. Parfois, on essaye de jouer un peu sur le traitement de la photo pour avoir une photo plus expressive. Mhm. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Effectivement, donc on a Voilà. vraiment l'impression que c'est un tableau de Exactement, peinture. exactement. Voilà, donc ce sont plusieurs essais, des filtres que vous utilisez Justement, pour arriver à justement, votre objectif. plusieurs effets. Parfois, ça m'arrive de faire jusqu'à 20-25 effets pour enfin décider. Vous avez de la patience. Exactement. De la patience et de la Et de patience. la passion. Vous avez de la passion et de la Voilà, patience. De toute façon, ça exactement. va de soi. Voilà. Ça va de soi. Revenons un petit peu à votre groupe Facebook. Donc, vous avez dit que c'est une communauté quand même assez importante. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, à un moment donné, parce qu'il faut dire que la photographie, non pas autant que métier tout simplement, mais autant que passion, est très demandée aujourd'hui. Donc, on voit que plusieurs personnes, donc on a vu quand même le tourisme local, par Oui, exemple, oui. les jeunes qui s'organisent comme ça en groupe, ils sortent en randonnée, ils sortent pour découvrir un petit peu le pays et ils partagent un petit peu leurs expériences et ça ne peut se faire qu'à travers la Oui, photographie. Donc oui. même si on n'en fait pas un métier, on en fait une passion. Est-ce que justement à l'avenir vous ne pensez pas par exemple organiser des sessions de formation, des sessions d'ateliers probablement pour initier les jeunes encore une Oui, fois à cette passion? bien sûr, je pense à le faire parce qu'il y a plusieurs personnes justement qui s'intéressent à la photographie. Donc je me suis dit, on va le faire avec des photographes professionnels pour nous guider, c'est-à-dire pour nous guider, nous orienter. Et je pense que tout le groupe est intéressé parce qu'à chaque fois on me le dit, pourquoi ne pas faire des formations? Bien sûr, on va le faire. On va même organiser des sorties, des workshops en pleine nature, c'est le plus important. C'est le plus simple, c'est la pratique. Exactement, c'est la qui pratique. prime, Donc effectivement. on pense le faire, Inch'Allah, très très bientôt même. Inch'Allah. Donc, Voilà. il faut juste vous suivre pour savoir quand est-ce que vous allez organiser tout ça. Exactement. Mais sinon, Linda, vous avez cette grande passion pour la photographie, mais pour la vidéo aussi, ça Oui, va de soi. oui. N'est-ce pas? Ça va de soi. Exact. Et là, vous nous avez ramené une vidéo qu'on Une va vidéo découvrir. de Béjaïa pour De Béjaïa, voilà, découvrir Béjaïa. particulièrement. Donc, on va aller en Exactement. découverte, Voilà, en de petite visite Béjaïa. à Béjaïa à travers cette vidéo. On se retrouve juste après. Ça, c'est la lune. Oui. Je suis désolée, hein, j'étais branchée. Alors, on rappelle, Linda, que la vidéo a été tournée au lever du soleil. Oui. Au moment du lever Oui. du soleil. C'est votre préféré d'ailleurs, Oui, c'est votre moment C'est préféré. mon moment préféré, exactement. C'est un privilège qui n'est pas, Oui, qui n'est pas parce qu'il accordé faut à se tous. lever Hein. tôt. Voilà, on aime bien la grasse matinée, nous. Voilà, effectivement. Mais sinon, Linda, on a vu à travers la vidéo, d'ailleurs, c'est la tendance en ce moment, parce que dans la conscience collective, j'ai envie de dire, lorsqu'il s'agit de photographie, de filmer, on prend toujours en horizontal. Oui. N'est-ce pas? Mais là, la prise, elle est plutôt en verticale. C'est la tendance aujourd'hui parce qu'on doit un petit peu cadrer avec la technologie, oui, les réseaux oui. sociaux. En fait, actuellement, je ne sais pas si vous remarquez, mais on prend tous des photos comme ça ou des vidéos. Aussi, c'est par rapport au tuto. Parce que quand on fait ça, on peut bouger, on peut facilement bouger, on peut facilement créer des transitions. Ce que j'appelle une transition, parce que quand on fait ça, on a une nouvelle transition. Quand on fait ça, on a une nouvelle transition. Mais quand on fait ça, disons qu'on est un peu limité. D'accord. Donc,
on bouge comme on veut, on laisse vivre nos idées. D'accord? C'est très facile de bouger de cette façon, c'est très facile de filmer. Donc, voilà, donc finalement, c'est la nouvelle, exactement. on va dire les nouvelles techniques Exactement. de prise D'ailleurs, de photos, de prise de actuellement, vidéos. on n'a plus besoin d'un stabilisateur. Actuellement, on stabilise avec notre main parce que voilà, on essaye de bouger, on essaye de faire des transitions avec notre main, on essaye de... Alors, vous parlez d'un stabilisateur, donc vous travaillez avec votre téléphone ou avec un appareil photo? Bon, sincèrement, il y a des moments où je prends mon appareil, il y a des moments où je prends uniquement mon téléphone et je dois faire de belles prises, c'est ça, c'est un défi. Et puis parfois on est pris au dépourvu, hein, donc on ne prévoit pas forcément de prendre des prises de vue et puis on est devant une situation qui mérite d'être immortalisée. Mais personnellement, j'ai toujours mon téléphone, donc à chaque fois, je rate pas l'occasion. On ne rate pas. Voilà. Ah ben voilà, des projets, Linda? Oui, des projets par rapport au groupe Sorati. Donc, on va faire des concours, on va lancer des concours. Et aussi, on vise de nouvelles destinations en Algérie, Inch'Allah. un peu partout en Algérie. Et on essaye, Inch'Allah, d'agrandir le groupe, d'avoir... Enfin, pour moi, c'est une famille qui s'agrandit. Effectivement. Exactement. Voilà. Et ça nous fait plaisir d'avoir des retours positifs. Ah ben voilà, on vous souhaite une très belle Merci continuation en tout beaucoup, cas, c'est très gentil. Linda, pour votre passion et beaucoup de patience. Beaucoup. Merci Inch'Allah. beaucoup, Voilà. ça fait plaisir. Merci Linda, ça a été un Merci plaisir de vous avoir beaucoup. reçu et beaucoup de succès. Donc, Si je peux allez-y, faire une allez-y, petite bien sûr. dédicace à ma famille et à mon père, je leur dis merci beaucoup et à mon groupe Sorati surtout. Qui vous soutiennent, qui Et sont voilà, toujours exactement. là à vous encourager. Exactement. Rabbi Shidawak. Merci beaucoup, c'est très gentil. Linda, encore une fois. On rappelle Linda Belbachir, vous êtes photographe, vous êtes passionnée de photographie. Merci encore une Merci fois. à Et vous. on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'un des plus grands, des plus importants, donc jardin d'essai et d'acclimatation, pour découvrir le parc animalier qui s'y trouve. C'est Mérim Oussaïd qui nous emmène. Je vous rappelle juste que c'est un reportage qui a été tourné l'été dernier, donc la période où nous étions en plein confinement. Je vous laisse voir ce reportage ou le revoir et on se retrouve juste après. Amateur de verdure, le lieu est assez ombragé pour une longue balade au milieu de la faune sans crainte. Des barrières vous séparent des félins et d'autres équidés ou primates. La chasse semble impossible pour ces félins qui se contenteront d'une livraison en cage. C'est déjà une occasion pour les enfants pour venir ici parce que c'est un endroit spectaculaire ici au niveau d'Alger, même au niveau national. Et aussi on essaie d'éviter un petit peu l'encombrement qu'il y a sur les plages, vous savez. Donc on essaie un petit peu de faire la part des choses avec les enfants. Peut-être on pensera aller à la plage plus tard. Voilà. Ils ont une attirance particulière pour les animaux ? Bah écoutez, ils sont toujours scotchés à la télé durant toute la période du confinement et il n'y a que des animaux sur la télé qui regardent. Donc ça change un petit peu de voir les animaux ici en réalité. Voilà. Et vous trouvez l'endroit, vous trouvez comment les animaux ? Voilà, c'est magnifique. Moi ça fait quelques années que je ne suis pas revenu ici et sincèrement c'est toujours un plaisir de revenir ici. Est-ce nécessaire de rappeler que les enfants sont accros au monde animalier ? Aujourd'hui, je suis venu profiter avec mon fils. Et comme c'est un fan comme son père d'animaux. Donc on en a profité pour venir aujourd'hui. Voilà. C'est pour lui faire la petite surprise, regarder un peu d'animaux et faire un peu les bêtises avec son papa. En plus ici, sincèrement, c'est vraiment intéressant. C'est hyper bien, c'est familial, c'est sécurisé et ça vaut le coup. Sincèrement, pour les familles, ça vaut le coup. Et lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au jardin ? Ça fait, on va dire, bientôt une année qu'il n'est pas venu. C'est pour ça qu'il est tout excité. Donc, bon, là, il est timide, je comprends. Mais dès qu'il va faire 2 pas, il va changer totalement, Spider-Man. Quoi ? Alors dis-moi, Oui. Dis à tata. aujourd'hui c'est un jour spécial ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est ton Non. C'est l'anniversaire de qui? Non. C'est ton anniversaire? Moi. Voilà. Ton anniversaire, tu vas avoir quel âge ? 5 ans. Ouais. Super, bon anniversaire. Dis merci. Merci. Merci au groupe. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était un plaisir, sincèrement. Merci.
Affairés autour d'un bon festin, les volailles nous prêtent une légère attention. Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Meriem Oussaïd qui nous a fait découvrir le parc animalier qui se trouve au niveau du jardin d'essai. Et on y reste en ce moment en compagnie de Samira Hadjamar, puisqu'elle va nous parler ou revenir sur l'histoire du jardin d'essai. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Samira? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, on va pas très loin. Non, on On va va pas juste très là. loin, juste du côté de Bellecour. Exact. Hassiba Ben Bouali, la rue Belouzdet, ce qu'on appelait avant la rue Bellecour. Voilà, en bas de la colline des Arcades. Voilà. Donc, Mais tu vas nous emmener un peu loin dans l'histoire, par contre. Pas très loin un dans peu, l'espace, mais un tout petit peu. Juste pour rappeler que cet endroit est précieux, même si à la base, Hamma, donc le quartier du Hamma, qui est un quartier historique, culturel, à la base, Hamma veut dire fièvre en arabe, Hamma. Donc, Hamma. Alors, Hamma, fièvre, mais aussi marécage. C'était un quartier marécageux. Que la France coloniale, quand elle est arrivée, a remarqué, c'est quelque chose qui est, on va dire, tout près de Bab Azoun, l'une des portes de la Casbah. Donc les Français se sont étendus. Les Français, je parle du génie militaire français, hein, qui lui, dès qu'il arrive, il essaye de... comment on va dire, de s'accaparer de l'identité, de la culture. Il est là pour refaçonner un territoire, pour le marquer, pour essayer. C'est une, on va dire, que c'est une déculture. Ils ont commencé par la Casbah, donc ils ont réduit à néant la base Casbah. Ils ont continué sur leur lancée et eux, donc la France coloniale, pour s'imposer, veut planter des arbres. Qu'est-ce qu'elle fait? Dès 1831, ils ont l'idée de créer un parc, un jardin. Alors ce jardin, pour ce faire, ils l'ont assaini. Ils ont enlevé les marécages, les marais, il y avait des moustiques qui paraient. Voilà, donc c'était un endroit qui n'était pas très joli. Ils en ont fait un jardin. Le jardin d'essai, à l'époque, faisait 5 hectares. Pour te dire, c'est tout petit. Mais avec le temps, il a connu 5 phases cruciales qui l'ont agrandi en fait. On a un petit chat qui nous rend visite. On a un petit invité, oui. Il est reparti. Il est partout ce chat. C'est l'ami finalement de tout, Canal, de tout le c'est la personnel mascotte de Canal Voilà. Algérie. Voilà. Donc, et en tout cas, il perturbe, que ce soit l'information. Donc, qu'est-ce qui se passe? Juste pour rappeler déjà, le jardin d'essai et d'acclimatation du Hamma a 190 ans cette année. C'est pas rien. Il est considéré comme l'un des plus beaux, des plus magnifiques jardins au monde. Il est en Algérie, il est à Alger, c'est une fierté pour nous. Il faut le conserver, il faut déjà l'inscrire comme patrimoine national et même universel, parce qu'il est unique. Même les Français eux-mêmes, en 1932, lui il a été créé en 1832, en 1932, ils ont essayé de faire la même chose, de reproduire ce jardin, qui n'est pas un jardin, à Vincennes, à Paris, pour te dire. Mais ils n'ont jamais réussi. Donc, il est unique. Mais qu'ai-je? Il y a Central Park, qui est plus grand en termes de superficie. Il y a des lacs artificiels à New York. Mais ça, ils n'ont pas ce que nous avons, nous, au Jardin d'essai. En termes de diversité. En termes de diversité biodiversité. C'est un laboratoire. Il y a des espèces qui n'existent pas ailleurs. Donc, la France coloniale, le génie militaire français, quand il est arrivé, au départ, il voulait mettre des espèces utiles pour eux. Il faut savoir qu'il a servi de camp aussi en 1942, quand les Alliés, ce qu'ils appellent les Alliés, c'est-à-dire les Britanniques et les Américains, sont arrivés en Algérie. Ils en ont fait un dépôt et un atelier de réparation pour camions. Donc, tu imagines les dommages qui ont été causés par cette installation. On va dire aussi qu'il y a eu des bombardements. Le jardin d'essai a été bombardé durant cette période. Mais avant tout, le jardin d'essai, c'est le point où Charles Quint, celui que les Espagnols appellent Carlos Ier, a débarqué. Et surtout rembarqué, puisqu'il est arrivé avec une armada énorme pour attaquer Alger, et c'était en 1541.
Et vite, vite, il a remballé ses affaires en passant par Cap Matifou pour rejoindre l'Espagne. Les rois d'Espagne, jusqu'à aujourd'hui, ne portent pas de couronne parce que Charles Quint, après cette débâcle, parce que c'est une débâcle, à l'époque, les Espagnols étaient des gens puissants, avait jeté sa couronne au large de Cap Matifou. Voilà, pour te dire. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que c'est un point crucial de la puissance d'Alger en 1541, puisqu'elle a réussi à faire, on va dire, rembarquer Charles Quint. Et justement, c'est on va comme tu regarder. dis, voilà, effectivement, on va regarder un reportage puisque tu t'es déplacé comme à l'accoutumée. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par M. Bouhabacha, qui est cadre technique au Jardin d'essai, mais surtout de Karim Tidjani, qui est un excellent écologiste. Écologiste, un grand défenseur finalement de la nature et de l'environnement. Il fait un excellent travail. Effectivement, il fait un excellent travail, particulièrement auprès des enfants, dans tout ce qui est initiation. Tout ce qui il a raison de commencer à la base. À la base, effectivement. On va voir le reportage. Oui. Allez, on va voir le reportage. Donc, c'est Samira Hadjama qui nous emmène en visite au Jardin d'essai. On se retrouve juste après. Le Jardin d'essai du Hamma, véritable bibliothèque de la biodiversité, est considéré comme l'un des plus importants jardins au monde. Édifié en 1832, ce joyau, cadeau de la nature, a enfin rouvert ses portes pour le plus grand plaisir du public. Le Jardin d'essai, c'est aussi une oasis dans la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus développer ce genre de jardin et toujours allier la science, vraiment, la recherche, créer des lieux vraiment utiles d'un point de vue scientifique, et puis aussi des lieux de loisirs pour se changer les idées. Sublime, on peut dire. Si on est de passage à Alger, c'est un passage obligatoire. On a ramené les enfants pour qu'ils voient les arbres et les animaux. Le jardin du Hamma est connu dans le monde, qui ne le connaît pas. Sur les 32 hectares, s'emmêlent et s'entremêlent dans une parfaite harmonie des centaines d'espèces floristiques et faunistiques. Platane, avec les 3 espèces de platane qui existent au niveau du jardin d'essai, Platanus orientalis, Platanus occidentalis, et un croisement entre les deux espèces, un hybride. Le Dracena draco aussi est une espèce qui a les caractéristiques fonctionnelles, comme le Ficus, donc, qui ornemente aujourd'hui les 3 allées principales. Cependant, ce microclimat subit de nombreuses dégradations. De l'élante, qui est une plante exotique qui fait des ravages pas seulement ici, mais à travers tout le territoire, dont on ne parle pas beaucoup. Il y a aussi les dégradations anthropiques, celles par le public. Il y a les palmiers, certains palmiers comme le palmier Washington, qui doucement est en train de prendre le pas, parce que le palmier, en tout cas, c'est son climat et c'est son biotope favori. Donc voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir vraiment accentuer ce côté jardin botanique et le mettre beaucoup plus en valeur. Un défi à relever pour conserver la splendeur de ce lieu capital et patrimoine du monde. Voilà, effectivement, patrimoine du monde, il est considéré comme le poumon d'ailleurs de la ville d'Alger. Effectivement, mais sinon, Samira, il y a eu quand même pas que, parce que le Jardin d'essai, il y a quelques années, a connu un âge d'or. Il produisait plus de 3 millions d'arbres. Il avait des annexes, entre autres, à Annaba, Constantine, à Boufarik. Donc, il y a jusqu'à aujourd'hui des milliers d'espèces et d'arbres qui ont été plantés à travers l'Algérie. Et pas que, grâce au Jardin d'essai. Voilà. Effectivement, mais sinon, il y a eu quand même une problématique qui a été relevée au niveau du reportage. Oui, elle est importante parce que Karim Tidjani, autant que le directeur technique du Jardin d'essai, il y a une espèce qui s'appelle la lente, et Karim Tidjani l'a dit, qui risque avec le temps de causer énormément de dommages. Pour l'instant, c'est les espaces. Exact. En fait, d'étouffer on a des arbres magnifiques là-bas, il y a des ficus, il y a des platanes, il y a... Il faut savoir que grâce à cette végétation, ce poumon, la température au jardin d'essai en été, elle ne dépasse pas 35 degrés. Pour te dire, c'est très agréable d'habiter le quartier, alors qu'à la base, c'était un marécage, des marais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jardin ? On rappelle que le jardin a réouvert cette semaine, donc il est accessible au public. Qui était fermé suite au confinement.
La dernière vague de la pandémie. Ils ont réouvert, ils réouvrent doucement cette semaine, donc il est accessible. On invite les gens à y aller, à y faire attention surtout pour ne pas l'endommager. Il y a aussi l'endommagement, les dommages qui sont causés par les jeunes qui gribouillent sur les arbres. C'est dommage. Il faudrait que ça n'arrive plus, surtout les bambous. Hein. On n'a pas voulu montrer les espèces. Voilà. Donc peut-être rappeler aussi que ce jardin a inspiré de nombreuses personnalités. Comme Karl Marx, qui a écrit à sa fille une lettre où il raconte son séjour, enfin ses promenades au jardin d'essai pendant son séjour à Alger, parce que Karl Marx souffrait de problèmes respiratoires, donc il est venu séjourner à Alger et il allait se promener où? Au jardin d'essai. Ça me rappelle, moi, que Albert Camus, quand il était tout petit, comme c'est le fils de Bellecour, allait là-bas, attendait que les gardiens s'en aillent, pour prendre des cailloux et jeter et voler les noix de coco, parce qu'il y a des cocotiers là-bas, au jardin d'essai, donc une espèce tropicale. Il y en a plusieurs. Hein. Ça me rappelle aussi qu'André Gide, celui qui est le prix Nobel de littérature, s'est promené là-bas et forcément s'en est inspiré. Renoir a dédié 2 toiles au jardin d'essai. Ben Abbora, fils de Bellecour, et paraît-il l'un des derniers descendants des princes donc turcs ottomans, y allait pour voir les grands peintres comme Fromentin, enfin Salvatore aussi. Il y en avait beaucoup qui peignaient là-bas avec leurs chevalets, et lui il les regardait. Et lui, Ben Abbora, il est devenu qui? Autant que Baya, Meheddin, sont devenus les précurseurs de l'art naïf algérien. Voilà. Il était carrossier, hein, il peignait des voitures, Badoula, précurseur de l'art naïf algérien. C'est magnifique. On peut voir ces toiles, une ou deux ces toiles au Musée national des Beaux-Arts, qui est juste au-dessus. Juste au-dessus. Je vais insister sur une chose, c'est que le jardin d'essai, qui devrait plus s'appeler jardin d'essai, puisque c'est un grand parc, s'étendait à la base. Il a commencé à 5 hectares, mais par la suite, donc pendant une vingtaine d'années, il s'est élargi à 84 hectares. Donc tu vois, ça allait jusqu'au... D'où l'urgence d'ailleurs de le classer patrimoine. Il y a une urgence à le classer comme patrimoine, parce que quand on classe comme patrimoine national, et même il devrait être classé à l'UNESCO mondial, parce qu'il est unique, Marrakech, il n'y en a pas ailleurs. Il est classé aussi parmi les 10 plus beaux jardins au monde. Donc c'est pas n'importe quoi. En plus de ça, ça nous permet de nous balader. C'est au centre d'Alger, c'est une escale touristique, culturelle et historique. On est dans un quartier historique, il y a la grotte de Cervantes qui est juste au-dessus. Il y a le fabuleux musée des Beaux-Arts. On a le sanctuaire des martyrs qui est juste au-dessus. Il y a la bibliothèque du Hama qui est magnifique aussi. Enfin, bref, tout le quartier est fabuleux. Quoi. Voilà. Donc, il faut le classer. Un circuit. Et d'abord par l'espèce. Il y a un zoo à l'intérieur. Il y a plein de choses qui méritent d'être conservées. Il y a même l'école botanique destinée aux enfants. Il y a justement pour l'initiation. Aussi. Il y a des fontaines. Il y a des statues aussi. Des statues, et pas que n'importe lesquelles. Il y a les statues qui racontent l'histoire de l'Algérie. On a le flûtiste, on a les statues des femmes Neili, on a des Fogaras. La fameuse danseuse. La statue de la fameuse danseuse. Oui, exactement, la fontaine. On a des Fogaras, donc il y a aussi un système traditionnel très très ancien algérien qui a été reproduit là-bas. Il y a plein de choses. Il y a un zoo. Jusqu'à aujourd'hui, on peut le visiter à partir de 11h. Que Mariam Moussa nous a fait découvrir d'ailleurs. Exactement. On avait un reportage il y a quelques instants. Donc ce n'est plus un jardin. Ils l'ont appelé jardin à la base parce que c'était un petit 5 hectares. Il s'est agrandi. Bon, c'est vrai que ça s'est réduit avec le temps, mais il fait quand même 32 hectares. Aujourd'hui, un peu plus. Il y en a qui parlent de 34 hectares. Il a été grignoté par l'urbanisation tout autour. Mais ça pourrait redevenir quelque chose de très intéressant pour peu qu'on y prête attention. Voilà, effectivement. Et puis, on rappelle aussi que le jardin d'essai pourrait être un studio de tournage puisqu'il l'a été pour le premier Tarzan. En 1832, il a servi de certaines séquences où on voit Tarzan en train avec une liane, parce qu'il y a des lianes. Il y a des lianes. D'ailleurs, l'arbre existe toujours. Bien sûr, il est magnifique. Oui. Il ressemble à celui qu'il y a au Mexique. Donc il s'étend avec des ficus. On l'a vu dans le reportage, où il y a une mare, un petit lac comme ça, et Tarzan a sauté de la liane. Donc ça aussi, c'est une très belle halte dans l'histoire. On y retrouve tout finalement. La nature, la flore, la faune, et la littérature, la peinture, tout y est. Tout y est. Tout y est, effectivement. Pour être classé, autant sur le plan... Il a été classé en 1947,
Donc l'Algérie était colonisée, mais après ça, il n'a pas été classé. En 88, pardon, il s'était transformé. Il y avait une partie qui a été transformée au musée national de la nature, mais bon, par la suite, c'est devenu, à cause des événements, c'est devenu l'Agence nationale de la nature. Voilà. Et pour la bonne nouvelle, il y a déjà un dossier qui a été présenté au niveau donc, du ministère pour pouvoir classer le jardin. Et voilà. il faut, rapidement, Gal. Rapidement, bah oui, on ne va pas laisser effectivement. Parce que s'il est protégé, il sera sauvé. Il sera sauvé, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Samira, encore une fois, pour cette balade. On se retrouve samedi prochain pour une autre balade. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. On te souhaite une très belle semaine et on continue. Cette fois-ci, ça va être une autre balade, une randonnée qu'on vous propose en compagnie de Siham Kennouch qui nous emmène du côté de Galma et on se retrouve juste après. Les férus de la nature et du tourisme de campagne ont pris une nouvelle destination, la wilaya de Guelma, et plus exactement la localité de Bouhamdan, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Nous avons suivi un groupe de randonneurs qui, très tôt le matin, a quitté le village de Bouhamdan pour le point le plus culminant de la région, Hajar Chouef, dans la montagne de Bouharbid. La première halte fut Aïn Chouicha, une cascade au pied de la montagne de Taya, une eau limpide, claire et pure, qui nous a permis de souffler après 2 heures de marche. La région de Bouhamdan a un grand potentiel touristique. Dans cette région, nous avons des étangs, de belles forêts, des grottes à découvrir. Et puis, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle Aïn Chouicha. Il s'agit d'une cascade. L'eau est potable. Elle va jusqu'au village. Les gens boivent de cette eau. Aïn Chouicha est une zone agraire avec des grenades comme nulle part ailleurs. Nous avons continué notre randonnée pédestre. Il fallait arriver tout là-haut, dépasser les 1200 mètres, là où la neige perdure, sous les chênes, l'hêtre et le liège. La vue est imprenable, la nature luxuriante, et enfin, Hajar Chouef, une roche sur laquelle siège un ancien point de garde qui date de l'époque coloniale. De tout là-haut, une vue de 360 degrés, où 6 wilayas limitrophes de Guelma se dessinent aux horizons. Les randonneurs ont eu droit aussi à un barbecue avant de quitter la montagne, reprendre notre chemin et laisser les hauteurs au brouillard. Et voilà, c'était donc une randonnée pédestre. Et c'est Siham Kennouch qui nous y a emmené du côté de Guelma, retour à Alger. Et ce sera cette fois-ci les sports extrêmes, particulièrement l'escalade. On va parler de cette passion, de ce sport, en compagnie de nos invités. Mehdi Baïssa, bonjour. Ça va? Ça va et vous-même? Bienvenue à vous. Très bien, merci. Merci. Et parmi nous également, Houssine Aidkaki, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes tous les deux membres du club Montrian. Exactement. N'est-ce pas? Alors, Montrian, la première question que j'ai posée, pourquoi Montrian finalement? Alors, le club Montrian, c'est par rapport au mont fondateur, ils avaient la même passion. C'est tous des gens de Télémy, donc ils habitaient tous à côté du parc Montrian. Et ils ont décidé de créer un club en 97. Et c'est de là qu'a commencé l'aventure. Moi, personnellement, j'ai rejoint le club en 2000. Donc là, ça fait 22 ans que... Mehdi? Un peu après, c'était en 2007. Ah, un peu après, voilà, quand même. Ouais. Donc, 2000, ça veut dire que vous avez commencé jeune. Vous avez commencé très jeune. Moi, j'ai commencé à 19 ans. 19 ans, ah d'accord. D'accord. Un peu plus tard, c'était à l'université, j'avais 22 ans, je dirais. En fait, ça donne un peu de courage, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on se dit ce sont des sports, on doit les commencer très jeune, on doit les commencer petit. Mais là, vous donnez quand même de l'espoir à ceux qui veulent rejoindre un petit peu le club et s'adonner à ce genre d'activité. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est un sport où il faut commencer assez jeune. Comme tous les sports, d'ailleurs. Exactement.
Mais vu que c'est pas un sport très vulgarisé, donc et pas beaucoup pratiqué, c'est pour ça que on va dire qu'on a eu, on était en retard nous par rapport à. En fait, c'est vrai, qu'est-ce qui a fait que le sport n'a pas été aussi médiatisé, aussi, j'ai envie de dire, promu? Parce que quand même, nous sommes gâtés par les montagnes. Hein. Il faut dire que nous avons quand même un espace où ce sport pourrait vraiment être un sport très épanoui. Moi, je dirais que c'est culturel. C'est culturel. Exactement. Et c'est vrai que... Et ça commence à s'installer. Hein. Oui. L'Algérie est riche en termes de montagnes. On peut grimper au nord comme au sud. Effectivement. D'ailleurs, au sud, à Taman Rasset, c'est un des spots les plus beaux au monde. L'un des plus beaux. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau de votre club, donc, quand on dit club, donc, on parle quand même d'une organisation assez stricte, n'est-ce pas? Donc, on comprend par là qu'il y a quand même des entraînements bien particuliers, il y a des catégories donc, que vous prenez en charge, n'est-ce pas? Oui, nous prenons en charge les différentes catégories. Donc, nous proposons cette formation d'escalade aux adultes qui peuvent s'inscrire au club et venir apprendre l'escalade, faire les bonnes pratiques de l'escalade et puis évoluer dans le milieu naturel comme dans la salle. Et nous proposons ça aussi pour les enfants. Et il y a des athlètes, on va dire, qui commencent à avoir leur autonomie et commencent à grimper en montagne et faire des ascensions. Voilà, justement, vous avez parlé quand même de l'escalade en salle, donc ce sont des murs artificiels qui sont donc montés pour justement initier, on va dire, les personnes qui viennent rejoindre un petit peu votre club. Donc, qu'en est-il un petit peu de toutes ces initiations? Qu'en est-il de l'intérêt finalement qu'on donne à ce sport? Alors, la salle, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques années, on va dire une dizaine d'années qu'elles existent en Algérie. Donc, ça fait pas très longtemps. Il n'y en a pas beaucoup en Algérie, il y en a entre 6 et 7. Et c'est des murs artificiels où on peut s'entraîner n'importe quand. Donc, tout au long de l'année, on est... Des murs artificiels, mais qui donnent aussi le vertige, hein, parce que franchement, ils sont montés... C'est pas très haut. Le plus haut, il fait 9 mètres. Ah, rien que ça. Rien que ça. On est à 3 étages, au 3e étage. C'est rien que ça, hein, c'est pas beaucoup du tout. Hein. Et du coup, ça permet à un novice de commencer à apprendre le b.a.-ba de l'escalade. Voilà, mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ces salles, c'est qu'il y a quand même des murs plats, tout plats avec lesquels on peut déjà s'initier, après aller quand même vers des murs un peu plus compliqués. En fait, le plus important dans l'escalade, donc ce qu'on apprend nous, c'est 80% apprendre à maîtriser son matériel et 20% c'est de grimper, c'est de se faire plaisir. Donc le plus important chez nous, c'est la technicité. On est plus porté sur la formation que sur la pratique de l'escalade proprement dite. Et c'est ce qui rend un peu cette discipline un peu moins vulgarisée que les autres. Donc il y a le volet apprentissage du matériel et ça demande un certain niveau de conscience et de conscience. Oui, il y a des on va dire, on doit connaître les dangers, on doit connaître le matériel, ses limites, son utilisation, sa bonne utilisation. Et donc, c'est pas comme, je dirais, jouer, taper sur une balle ou courir sur du plat. Donc, ça demande une bonne connaissance du matériel. Une bonne connaissance du matériel, effectivement, parce que c'est vrai que lorsqu'on est sur des murs artificiels, donc pratiquement toutes les conditions sont réunies, la nature, par contre, fait beaucoup de surprises après. Effectivement, mais sinon, qu'en est-il un petit peu des conditions physiques? Parce qu'on sait très bien que quand même, tout sport demande des conditions physiques bien particulières. Là, vous axez plus sur la technicité, sur le matériel, mais qu'en est-il finalement des conditions physiques? Les conditions physiques, on demande un certain niveau sportif pour les gens qui veulent s'initier. Et on va dire, l'escalade, contrairement à ce que peuvent les gens penser, les gens croient que tout le monde grimpe avec ses mains. Alors que... l'erreur, la grosse erreur. La grosse erreur, elle est là, parce que c'est plus une histoire de posture, de placement, où mettre ses pieds, comment s'équilibrer. Et les mains, il y a on va dire une citation qu'on dit, on grimpe avec les pieds, on s'équilibre avec les mains. D'accord. Donc...
on voit beaucoup de vidéos sur YouTube et tout, de gens un peu surhumains qui grimpent avec les mains, ils font des toits et tout. Et là, on va dire, ça c'est une pratique très extrême de l'escalade. Très extrême, effectivement. Puis il y a tout un entraînement. Il y a tout un entraînement. Pour arriver à ce niveau, il faut avoir grimpé très petit et commencer à développer des aptitudes. Il y a même qui peuvent faire des tractions sur des doigts et tout. Voilà, c'est l'extrême de Et là, l'extrême. c'est l'extrême de l'extrême. Par contre, pour rester dans le cadre escalade, on va dire niveau classique, c'est grimper avec les pieds et s'équilibrer avec les mains. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre tout le poids sur les bras et après très vite on est fatigué. Hein. Très vite, on n'a pas fait la moitié du mur, on est déjà fatigué. Exactement. N'est-ce pas? Ouais. Et donc tout ça rentre un petit peu dans l'apprentissage. Exactement. Donc on essaie donc, comme j'ai dit, d'apprendre à utiliser le matériel et en pratique, donc c'est de savoir s'équilibrer quand on grimpe avec les pieds, pas avec les mains. La gestuelle, les techniques avec les mains, parce qu'il y a quand même des techniques. Et on le fait tout au long de la formation, en fait. Tout au long de la formation. Ouais. Et puis, donc, vous commencez toujours en salle? Oui, toujours en salle. Et après, on passe au niveau du l'aventure. rocher, donc au niveau de Bainam. Et après, on passe sur de longues voies. Donc, c'est entre 100 et 300 mètres. Donc, c'est un peu plus haut. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Après, c'est la tour AGB. Alors justement, vous avez parlé un petit peu du passage de la salle donc vers la nature, on va dire vers le rocher. Vous avez commencé toujours par Bainem. Justement, c'est un peu l'endroit par lequel vous commencez. C'est juste à côté. Justement, Rines Ouhamouda, notre collègue, est venu vous voir. Il vous a rendu visite dans vos activités, dans ce reportage qu'on vous propose de voir. Et on se retrouve juste après. Nous sommes sur les hauteurs d'Alger, précisément à la forêt de Bainam, El-Hammamat, l'un des poumons de la capitale. Un endroit de villégiature réputé pour sa faune, sa flore, mais aussi ses falaises et ses parois qui demeurent le spot idéal pour les grimpeurs. Dans ce sport extrême, rien n'est laissé au hasard. Cordes, mousquetons, harnais de sécurité, la vigilance est de mise. Le moindre faux pas peut coûter cher aux grimpeurs. Hussein grimpe en tête, tandis que Farouja et Abdelrahim se préparent pour grimper en moulinette avec Iles et Mehdi comme assureurs. En tant qu'encadreur, je mise tout sur la sécurité et j'essaie d'inculquer les bonnes pratiques d'escalade aux nouvelles personnes, surtout par rapport aux gestes de base qu'il faut faire pour assurer sa propre sécurité. Parce que, pas comme les autres disciplines, l'escalade, nous sommes sur un rocher, donc c'est un terrain assez rude. Et le moindre faux pas en termes de sécurité peut coûter la vie des personnes. Et nous faisons tout pour revenir à la maison sain et sauf. On est ici en collaboration entre deux clubs, le club MSM avec Morion. Ce sport a l'avantage de nous réunir. Il y a une grande entraide entre les différents clubs dans le territoire national. On est là, on est en cohésion entre les clubs, qu'on soit réunis par cette passion qui est très peu répandue dans ce pays, mais qui est très dommage d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est là, même entre les clubs, on est entre amis. Donc on se partage les spots, on se partage tout ce qui est connaissance, tout ce qui est matériel. Donc c'est vraiment comme une petite famille. On dit souvent, si tu veux atteindre le sommet, n'observe pas la montagne, escalade-la. Avec l'altitude vient le plaisir du vide, cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser. Ça fait 22 ans que je pratique cette discipline. Je l'ai découvert en étant étudiant. Il y a un club qui est le club Morion dont je suis toujours adhérent. Alors c'est une sensation unique parce que en fait, c'est une discipline où le seul adversaire, c'est la montagne. Donc on est là, on défie la montagne, on défie la difficulté de l'ascension de cette montagne. Donc ça m'a permis de connaître des personnes formidables dans ma vie.
Donc c'est devenu des amis, c'est plus des adhérents, c'est des amis. Avec la réouverture des salles de sport, Mehdi Baissa et ses amis comptent profiter avant l'arrivée de l'été pour initier dans leurs clubs respectifs un maximum de personnes et les convaincre qu'on peut grimper sereinement la tête dans les nuages. Grimper la tête dans les nuages, moi j'ai déjà le vertige en tout cas. Donc finalement ce sont des endroits que vous connaissez très bien, que vous pratiquez souvent. Et on découvre aussi. On découvre à chaque fois qu'on va au sud, on découvre de nouveaux spots. Il y a des gens qui ont ouvert de nouvelles voies tout récemment. D'accord. Donc à chaque fois, et c'est partout en Algérie. Dernièrement, nous sommes partis, c'est des amis à Oran, et nous avons grimpé dans des falaises qui sont magnifiques, dans un spot qui était vraiment à côté de la mer. On voyait. Qu'est-ce que vous appelez un spot? Un spot, c'est un endroit d'escalade, une falaise où. Parfois, c'est toute une chaîne qu'on doit exploiter et ça peut prendre d'une journée d'exploration jusqu'à des mois. Voilà, donc on comprend que ce ne sont pas toutes les falaises qu'on peut escalader. Exactement. Ouais. En fait, ça dépend du type de roche. Les types de roches. Ouais. Voilà, c'est pour ça finalement que vous accentuez beaucoup sur la formation, sur la technicité, sur le matériel. Exactement. Et comme au niveau de Bainam, c'est du calcaire. Si on part dans le sud, on a du granit. Donc c'est des roches quand même assez dures. Assez dures. Le granit c'est dur, effectivement. Contrairement à du grès. Il y a des donc, gens qui grimpent. Ça demande encore un peu plus d'effort physique. C'est une roche qui est assez friable, donc qui demande aussi une autre technique. D'accord. Beaucoup d'attention aussi. Oui, bien sûr. Parce que ça reste quand même, j'ai envie de dire, un sport qui pourrait être dangereux aussi. Donc il faut vraiment être. Il est dangereux. Il est dangereux, mais une fois qu'on connaît l'utilisation de notre matériel, on peut aller sans problème. Sans problème, effectivement. Donc si vous allez en exploration comme ça, vous passez une journée à 2 journées à explorer un petit peu les falaises que vous avez envie d'escalader, donc ça vous arrive de revenir bredouille finalement, de dire c'est une falaise qu'on ne peut pas escalader. Oui, il nous arrive de ne pas terminer notre voie et de refaire demi-tour. D'accord. Ouais. Ça, c'est quand même une frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout comme ça, de se dire où on a la conscience pour, on est habitué à ça. En fait, c'est, on va dire, il faut miser entre la sécurité et trouver l'équilibre. De finir une voie. On va dire, si la tombée de la nuit arrive et qu'on n'a pas prévu de passer la nuit sur la falaise, ça sera une partie remise et on reviendra pour terminer. Et c'est sûr, ça sera notre objectif du... Je pourrais même raconter une anecdote. On a déjà passé, moi et un ami, Youssef Ben Bessi, on a déjà passé la nuit à une 30aine de mètres du sommet. On était obligé de passer la nuit. On a terminé. On est sorti à 8h du matin. Donc on est arrivé à 18h, on ne pouvait plus terminer. Donc on avait pris décision de passer la nuit et de continuer à 6h du matin. De passer la nuit accroché comme ça? Oui. La fissure. En fait, dans le monde de l'escalade, on peut passer une semaine sur une falaise. Il y a des falaises qui dépassent les 1000 mètres. Donc, bien sûr, il faut tout un matériel. Les gens passent la nuit donc avec un sac de couchage. Avec un sac de couchage, oui. voilà. Ils cuisinent, ils passent là. On est équipé pour, on est quand même... Cuisine suspendue. Une cuisine avec des conserves, avec un petit réchaud. Ils font même des pâtes. Et d'accord, et lorsque la semaine se termine, après on est comment physiquement? Bon, nous on l'a jamais fait. Oui. Moi je vous dis ce qui se fait dans le monde. Mais vous avez de retour par rapport à cela? Oui, mais... On est comment physiquement après une semaine, donc comme ça accroché? Après une semaine, on a le mental d'un guerrier et le physique un peu moins. Un peu moins. Le mental d'un guerrier parce que finalement on a atteint l'objectif. Oui. Voilà. Donc finalement on se concentre sur ça. Finalement ça se joue beaucoup sur le mental. On va dire on évite tout le stress de la semaine, on laisse tout de côté et après une ou plusieurs journées d'escalade, on revient, on va dire, régénéré. Régénéré. J'imagine. Oui. J'imagine.
Je suis désolée, je suis encore branchée dans cette histoire de rester accrochée comme ça une semaine sur une corde. Mais sinon, il faut dire quand même que c'est un sport qui commence quand même à s'installer, à prendre un peu plus d'ampleur, à être plus, on va dire, promu. Les gens s'intéressent, les jeunes, les enfants s'intéressent un peu plus. Parce que même d'ailleurs dans les parcs d'attractions, j'ai envie de dire, il y a toujours un petit mur comme ça, quelque part, où on peut d'ailleurs inculquer cette passion, j'ai envie de dire, chez les enfants. Moi, je dis toujours, pendant la formation, que la première chose que fait un bébé, c'est de vouloir grimper, pas de vouloir marcher. Parce qu'il est là, il essaie de se soulever, donc il essaie de grimper. Effectivement. Avant de commencer, c'est très naturel, finalement. Ou là, il essaie de se mettre debout. Donc, l'être humain commence à essayer de grimper avant d'essayer de marcher. C'est vrai. C'est vrai, j'y avais pas pensé finalement. C'est vrai, mais sinon, je disais, donc c'est quand même un sport qui commence à s'installer réellement en Algérie aujourd'hui. On parle quand même de compétition, on parle de beaucoup de clubs. Donc, comment cela se passe? C'est vrai qu'en Algérie, beaucoup de clubs ont émergé un peu partout. Hein. Et là, c'est normal, nous en avons des falaises un peu partout. Oui, exactement. Et il y a un engouement, on va dire, une petite mode qui s'installe en Algérie par rapport au fait de sortir vers la nature. Parce qu'on a eu pendant plusieurs années comment dire, excusez-moi. Pas de souci. Une période de coupure. Exactement, on ne pouvait pas se balader dans les forêts, etc. Et vu que c'est un sport de montagne, les gens commencent à s'y intéresser. Et donc il y a beaucoup de clubs qui ont ouvert au niveau national. Et il y a même des compétitions au niveau fédéral. Donc, récemment, on a participé à une compétition où il y avait quand même beaucoup de monde. Tout type de catégorie. Et c'est une belle réussite. J'imagine justement, plutôt tout type de catégorie. Donc on comprend que les enfants peuvent déjà s'approcher des différents clubs, notamment le vôtre, pour s'inscrire s'ils s'intéressent donc à ce sport. Ça commence à quel âge? On va dire 5-6 ans. Ah, quand même, ça commence jeune. Donc toujours en salle. Hein. Exactement, on commence toujours en salle. Toujours en salle, voilà. Donc, mais sinon, à quel moment on passe à la nature? On sait qu'on est prêt à passer finalement à de véritables rochers? Une fois qu'on devient autonome. Donc dans notre formation, on a, on va dire, 8 séances où on devient autonome. Ça veut dire qu'on peut grimper avec une deuxième personne. Bon, dans l'escalade, c'est toujours en binôme, c'est toujours à deux. Donc on a le grimpeur et l'assureur, celui qui assure en cas de chute. Donc c'est la corde qui retient. On ne grimpe pas avec la corde. C'est la corde qui va retenir la chute. Et une fois qu'on est autonome, donc on connaît notre matériel, l'utilisation du matériel, les bons gestes, la personne peut passer au rocher. Donc c'est l'aboutissement, on va dire. C'est l'aboutissement, ouais. Oui. Voilà, et après, au rocher, donc il y a encore toutes ces compétences que nous avons apprises au niveau en salle. On va juste les et mettre... en plus, il y a des choses en plus. Il y a des choses en plus, voilà. Bah oui, effectivement, ça change. Après, c'est vraiment pas les mêmes conditions, n'est-ce pas? Voilà, eh ben, on vous souhaite beaucoup de réussite, une belle continuation dans ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Et puis merci encore une fois d'être venu nous faire découvrir ou redécouvrir un petit peu ce sport. Merci à vous. Je rappelle Mehdi Bahissa, donc vous êtes membre du club Monrion, et aussi Hossein Etkaki. Merci beaucoup. Vous êtes aussi membre. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue dans un petit moment. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Lilia qui va nous faire encore découvrir cette musique latino. Mais avant cela, ça va être une petite balade qu'on vous propose à travers ces images dans la ville d'Alger. On se retrouve juste après.
Et à présent, place au latino. Lilia est déjà parmi nous. Bonjour Lilia. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très très bien. Oui. Alhamdoulilah. J'ai du mal à tutoyer. Pourtant, vous me l'avez dit. Tu me l'as dit juste avant. On se tutoie. J'ai du mal, c'est incroyable. Mais dès qu'on sort de l'antenne, après. Classe, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, j'ai du mal à te vous voir. Ah bon, oui, je sais pas. Je te respecte beaucoup. Moi aussi, je te respecte beaucoup. Ça et va? je t'adore. C'est réciproque. Ça va très bien. Alors, Lilia, la semaine dernière, c'était un hommage que tu avais fait au Sénégal. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'était un hommage que tu avais fait au Sénégal. Exactement. Par rapport justement à la Coupe d'Afrique. Oui, mais toujours en restant dans latino. Toujours en restant latino. Cette fois-ci, on va revenir quand même quelque part. Et pour redécouvrir, parce que tu nous as déjà fait découvrir cette musique merengue, magnifique musique, vraiment très rythmée. Mais la dernière fois, c'était avec une artiste portoricaine. Exactement. Cette fois-ci, tu nous emmènes où? À l'origine, c'est-à-dire en République dominicaine. Eh ben voilà, parce que si vous avez bien retenu la leçon, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous l'avez retenu la leçon. Elle me voit toujours. J'allais dire, ça va venir, non. J'avais dit que le merengue, on le retrouvait particulièrement dans deux pays, à savoir la République dominicaine et Porto Rico. Mais j'avais dit qu'il s'était bien exporté à Porto Rico, mais c'est un style qui est né en République dominicaine. Voilà. Donc on avait passé, rappelez-vous, l'artiste, oh là là, j'ai oublié son nom, vous vous souvenez, la portoricaine qui avait fait Olga Tanon, vous vous souvenez? Voilà. Je me rappelle de la chanson, enfin des chansons, exactement. Je me rappelle de la portoricaine. Aujourd'hui, on va retourner au pays d'origine, c'est-à-dire que moi j'adore le merengue, et surtout qu'aujourd'hui on a senti qu'il y avait un changement de temps. Hier il a fait très chaud, aujourd'hui il fait quand même assez frais. Assez frais, mais il va faire chaud durant la journée. Mina Abed nous a annoncé quand même des températures assez hors saison. Non, c'est pas Mina Abed, c'est à partir de cette rubrique qui va commencer à faire chaud. Attention. Et j'ai toujours pas eu mes cours. Voilà. Il va faire chaud, j'ai toujours pas eu mes cours. Surtout le merengue, ça réchauffe vraiment. Alors, on va, rappelez-vous, la première chronique qu'on avait fait dans Bonjour d'Algérie, dans Latino, c'était Celia Cruz. Et Celia Cruz effectivement. est considérée toujours, même si elle n'est plus en vie, comme la reine de la salsa et de la rumba. Alors aujourd'hui, je vous présente la reine du merengue en République dominicaine. Elle s'appelle Milly Quezada et elle, c'est une référence. Elle est née en 1955, donc à San Domingo, c'est-à-dire en République dominicaine. Et c'est une référence, tout simplement, tout le monde se l'arrache, tout le monde veut, parce que c'est une artiste qui reste quand même très discrète dans sa carrière, même si elle a enregistré, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire combien d'albums, de singles, elle a une voix qui porte, elle est juste exceptionnelle, cette artiste, on va en parler un petit peu plus dans quelques instants. Je vous propose déjà de rentrer dans le rythme de Milly Quezada, et le premier extrait que j'ai choisi justement est en rapport avec la salsa, parce que elle a invité un artiste de salsa dans l'un de ses concerts, qui est lui aussi une référence, il s'appelle Johnny Ventura, et elle l'a invité dans un morceau mi-merengue, mi-salsa. Pour vous donner le ton de ce qu'elle fait, regardez. Bienvenida. Traigo la salsa para tu lechón. Vengo contento, negrita y de sabrosón. Traigo la salsa para tu lechón. Y vengo contento, negrita, que sabrosón. Llegó Nochebuena, hay que celebrar. Olviden la pena, vamos a bailar. Llegó Nochebuena, hay que celebrar. Olviden la pena, vamos a bailar y a gozar. Yo traigo la salsa para tu lechón. Y vengo contento, negrita y de sabrosón. Traigo la salsa para tu lechón. Y vengo contento. Te lo dije, Willy. Que sabrosón. ¡Me voy! ¡Yo me voy! Ça réveille, hein? C'est même pas de commentaire à faire. Ça réveille. Eh ben oui, c'est ça le merengue. Le merengue, c'est connu comme étant une danse très festive, très festive. Nous, on le voit comme étant festive, mais eux, pour eux, c'est une culture. Et je vous l'avais déjà dit, le merengue est classé chez eux comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ils font tout pour le préserver, parce que si on revient rapidement sur le parcours de Milly Quezada, alors elle a commencé très très petite, comme la plupart des artistes latinos. Ils commencent tous à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, dans une
famille, encore une fois, d'artistes, de pères musiciens, mère chanteuse, elle avait des frères, des sœurs. Elle commençait déjà à l'âge de 7-8 ans à chanter pour des fêtes familiales, des mariages, etc. Ensuite, ils ont déménagé à New York. Et c'est là qu'ils se sont installés dans le Spanish Harlem. Je vous avais parlé la dernière fois, je vous avais dit que c'est un quartier latino à New York qui rassemble plusieurs communautés latino. Et c'est là qu'elle a commencé à découvrir la musique, qu'elle s'est spécialisée dans le merengue. Elle sortait dehors en pleine rue, dansait, chantait, parce que là-bas, dans ce quartier-là, ça danse et ça chante partout. Oui. C'est des communautés qui vivent ensemble et ça mange même et ça cuisine partout dehors. C'est très connu, le Spanish Harlem. Et donc, ensuite, elle a fait une école quand même de communication. Elle a un diplôme en communication et management et elle s'est spécialisée tout de même dans la musique, le merengue. Ensuite, elle est repartie à Puerto Rico. Et c'est là que sa carrière a explosé solo parce qu'au début, elle avait créé un groupe avec ses sœurs et frères. Ça a marché pendant quelques années. Et puis ensuite, elle s'est mariée avec son manager, justement, à Puerto Rico. Et là, sa carrière a explosé. Et justement, parmi sa carrière solo, je vous ai choisi cet extrait qui va vous rappeler des souvenirs parce que Juan Luis Guerra, dont on avait parlé, je vous avais dit, lui, c'est une référence en matière de merengue. Il a fait avec elle un duo qui est sorti cette année, qui est juste magnifique. Donc, je vous propose de le regarder. C'est en exclusivité ici sur Bonjour d'Algérie. Alors là, on a deux monstres du merengue qui sont ensemble. Très bel extrait. Voilà, je perds mes mots. Hein, ouais, je perds complètement mes mots, Lilia. Je vous comprends. Mais vraiment un magnifique extrait. Finalement, l'artiste a 67 ans aujourd'hui, cette année. Donc, elle n'a rien perdu de sa jeunesse, j'ai envie de dire de son dynamisme, de sa voix. Pourtant, elle est passée par une période très très difficile parce que quand elle est partie à Puerto Rico, elle s'est mariée, donc je vous l'ai dit, avec son manager. Ils ont eu 3 enfants qui eux aussi font de la musique aujourd'hui. Ça va de soi. Ça va beaucoup plus dans le reggaeton, tout ce qui est actuel, mais on reste dans la musique latine. Voilà, elle a arrêté sa carrière pendant quand même pas mal d'années parce qu'elle était tellement triste parce que c'était un mariage d'amour, elle aimait beaucoup. Et c'est pas l'artiste qui va, contrairement à d'autres, se remarier, retrouver quelqu'un d'autre. Non, elle est restée fidèle à son mari et c'est son meilleur ami qui l'a encouragée à faire de la musique, à continuer à faire de la musique, lui disant voilà, tu rends hommage quand même à ton mari, tu continues, etc. Et elle est revenue quelques années sur scène et c'est pour ça qu'elle a fait des duos avec pas mal d'artistes, notamment, je pourrais en citer plein, des artistes. Mais effectivement, Elvis Crespo par exemple. Oui, Elvis Crespo, alors c'est une autre histoire. Nous a fait bien danser d'ailleurs, début... Des années 2000. Début des années 2000, C'est quoi le titre? Suavemente. Toujours d'actualité Oui, on fera une spéciale Elvis Crespo avec lui, il va y avoir aussi du bruit, parce que lui il continue jusqu'à maintenant. Il continue à faire du bruit, voilà, c'est le mot. Alors lui, c'est une autre histoire. Elvis Crespo, elle l'a rencontré il y a quand même pas mal d'années, d'ailleurs le clip date des années 80, fin 90, début des années 2000, et là aussi c'est un très très beau duo. Moi je crois que c'est mon duo préféré dans le merengue, vous allez écouter, parce que ça fait danser. Mais la mélodie, elle vous touche au plus profond de votre cœur. Je ne sais pas si vous allez le ressentir comme moi, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vous dirai juste après. Et je le partage avec Elvis Crespo. Regardez.
Alors finalement, en écoutant cet extrait, Lilia, ça m'a emmené quelques années en arrière. Ça m'a de suite, les premières notes m'ont fait rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série Manuela. Bien sûr. Manuela, c'était Julio Iglesias qui avait chanté Manuela. Ça m'avait, je ne sais pas pourquoi, mais de suite ça m'a amené à cette époque-là. C'est vrai, les premières notes, mais ensuite ça se transforme vraiment en merengue qui fait bouger. Donc moi j'adore ce duo parce que je sais pas, elle a une façon de chanter qui est juste, voilà, elle est douce et en même temps très joyeuse. Il faut la voir dans ses spectacles. Elle parle avec le public, elle les invite sur scène. C'est une artiste qui est connue comme étant très généreuse et qui partage. Et justement, sa générosité va jusqu'à enregistrer une chanson et un clip pour rendre hommage, imaginez à qui à ceux qui travaillent jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, pour toi, pour tout le monde, pour veiller à notre santé avec l'arrivée du Covid, n'est-ce pas? Le personnel médical. Voilà, les blouses blanches qui ont fait tellement de choses pendant ces années. Et en 2000, qui continue, et en 2019, enfin oui, fin 2019, elle décide de leur rendre hommage à travers une chanson. Vous allez me dire que si on prend les autres pays, pour ne pas les citer tous, la plupart ont rendu hommage. Hein, c'est pas la première, mais en général, c'est des chansons très douces, très voilà, qui vous touchent, qui vous font presque pleurer, etc. Parce que c'est la conjoncture. Mais elle le fait à sa manière, c'est-à-dire que les paroles sont très puissantes. D'ailleurs, le titre, c'est, pour ne pas dire de bêtises, Gracias a ti, ça veut dire merci à toi, merci à vous tous. Alors, maintenant que tu dis, que tu prononces le titre de la chanson, en régie, on te pose la question, on te demande est-ce que tu parles espagnol? Oui, je m'y suis mise. Ces 2 dernières années, ça va. Donc, une fois que j'aurai fini ma formation, je la ferai en espagnol du début jusqu'à la fin. Je vais prendre ma retraite alors. Mais non, je plaisante. Mais ça va, je commence à bien me débrouiller. J'ai des cours. Voilà, pas mal. Il fallait, hein, pour pouvoir comprendre, parce que même si on va à Google, on traduit. La traduction c'est pas intégrale. comme quand on l'écoute et qu'on l'apprécie. Donc là, mais même la traduction intégrale n'est pas fidèle. Hein, on comprend un petit, mais c'est bien de l'écouter sans pour autant aller à Google Traduction. Donc ça va, c'est sur la bonne voie. Donc gracias a ti, ou ti, ça veut dire toi ou vous, elle les remercie, mais avec toujours ces notes de merengue qui sont joyeuses. Et en même temps les paroles un petit peu tristes mais joyeuses. Regardez, à son image. Façon complètement différente de rendre hommage. On a comme l'impression que le rythme, les images ne sont pas du tout compatibles, parce que c'est vrai qu'on s'est habitué que lorsqu'on parle d'une conjoncture quand même assez triste, la musique suit. Mais là, on est dans une autre philosophie, j'ai envie de dire. C'est ça la musique, hein. Il n'y a pas de code finalement, et on peut bouleverser tous les codes. Hein. Vous prenez par exemple, on pourrait parler d'autre chose, vous prenez du chabi, vous le mélangez par exemple à du latino, ça marche très bien. Alors qu'il y a des puristes par exemple du chabi qui vous diront non, on est contre, mais moi je peux vous ramener des morceaux qui sont juste exceptionnels. Et on fera une spéciale. Alors elle le remercie, elle leur dit merci, c'est grâce à vous qu'on est là, etc. Donc voilà, rendre hommage à sa manière. Donc, et nous on le fait à tous les Algériens, les médecins, les infirmiers, toutes les blouses blanches qui ont travaillé et qui continuent à travailler durement pour ou contre ce Covid. Alors, on termine avec un dernier extrait. Alors là, j'aime bien cet extrait parce que pour vous dire qu'elle est généreuse aussi, là, elle a partagé tout un duo avec une fille qui fait partie de ses chœurs. Parce que quand vous la voyez en concert, il y a des chœurs. Il y a 3 filles qui l'accompagnent, qui font les chœurs. Et l'une d'entre elles, lui a donné sa chance pour la révéler au public et pour lui permettre de suivre une carrière solo. Et le duo est juste magnifique, encore une fois. Je crois qu'on va terminer avec. Ok, pas de problème. Je ne sais pas si on va terminer avec ou pas, parce qu'on me dit que nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, on va terminer avec, je pense. D'accord, au revoir. Alors, on termine avec ou on ne termine pas avec, finalement? Pas de problème, moi. Alors, on termine avec. Voilà, on termine avec. Donc, ça va être un duo que nous allons découvrir dans un petit moment. Lilia, merci beaucoup. Encore une fois, pour ce beau voyage. Donc, on est parti d'Alger à la République dominicaine jusqu'à Porto Rico. Merci beaucoup, Lilia. La semaine prochaine, ça va être un autre beau voyage que tu nous proposes. La semaine prochaine, ça va être super bien. Ça, je peux vous le dire. Tu vas rien nous dire maintenant. Tu vas pas nous révéler. Ça va être la surprise de samedi prochain. Lilia, merci beaucoup. Nous arrivons à notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. On vous retrouve donc dès demain à partir de 8h. Au revoir.